Le règne animal est un monde cruel. Et les proies des prédateurs que voilà n'ont aucune pitié à attendre de ces tueurs de sang-froid. Les serpents, silencieux et immobiles, mais dès qu'une proie approche, ils frappent. Ces chasseurs furtifs sont parmi les animaux les plus dangereux au monde. La tenue de camouflage du serpent sont ses écailles colorées. Elles assurent sa protection et sont une arme de chasse redoutable, en particulier chez la vipère ou le crotale. Leurs écailles ne sont pas brillantes. Elles sont assez rugueuses et ont cette couleur plutôt mate qui permet au serpent de se fondre dans son environnement, de sorte que ses proies s'approchent assez près de lui pour se laisser attraper. Pour maintenir sa proie en place, le serpent a des crochets creux et acérés, remplaçables à volonté. Si un des crochets se casse dans la bataille, un autre pousse à sa place. Ce sont les gencives du serpent qui maintiennent ses crochets parfaitement affûtés. Les dents sont recouvertes d'une membrane protectrice, la gencive, qui affine l'affûtage de la lame en permanence. Si les dents étaient émoussées, elles perdraient leur précision de seringue hypodermique. La taille et la position des dents varient selon les espèces. Le cobra est doté de petites dents situées à l'avant de la mâchoire. Ce sont les crochets frontaux fixes. Ils sont toujours dressés quand le serpent mord. Les muscles se contractent autour des glandes à venin, qui est diffusé dans les crochets par les conduits excréteurs, puis à la proie. Les crocs de la vipère sont longs et mortels. Elle a des dents très longues, qui courent le long de son palais. Quand elle attaque, sa mâchoire s'ouvre, les dents se mettent en place et elle les plante dans sa proie. Mais les dents ne sont que la partie visible du piège. La botte secrète du serpent est son venin mortel. Les serpents venimeux ont développé cette faculté de tuer leurs proies en les paralysant. Transparent ou un peu jaune, le venin du serpent est une salive super développée, stockée dans des glandes logées derrière les yeux. Au moment de la morsure, les muscles autour des glandes se contractent pour expulser le venin par les crochets plantés dans la malheureuse victime. Au fil du temps, les serpents ont développé 3 types différents de venin. 3 poisons mortels. Selon les serpents, la proportion des ingrédients varie. Certains venins agissent très vite, d'autres plus lentement. Chaque venin cible une partie différente du corps. Les hémotoxines empoisonnent le sang, les cytotoxines, le sang et les cellules des tissus. Et il y a les neurotoxines qui attaquent le système nerveux. Mais avant de pouvoir la mordre, le serpent doit attraper une proie. Et il est particulièrement bien équipé pour la chasse. En l'absence d'oreille externe, l'oreille interne du serpent lui permet de détecter les basses fréquences, les mouvements et les ondes sonores transmises par le sol. Le serpent possède un odorat très développé, grâce à sa langue fourchue qui peut capter les minuscules particules d'odeur flottant dans l'air. En rentrant la langue, il la frotte contre l'organe de Jacobson situé dans le palais. C'est un élément du système nerveux en forme de spirale qui transmet au cerveau les informations qui lui permettent d'identifier l'odeur. Certaines espèces comme les vipères sont sensibles à l'infrarouge et peuvent donc repérer une proie à la chaleur qu'elle émet. Il y a ces zones sensitives autour de la mâchoire supérieure qui estiment la taille de la proie et la distance à laquelle elle se trouve. Une fois la proie capturée et neutralisée, il s'agit de bien l'avaler, car rien ne doit se perdre. Le serpent avale sa proie en commençant par la tête. Il la pousse vers l'estomac où elle sera digérée.
Tout est réduit en miettes, sauf ce qui est composé de kératine ou d'émail. Donc les poils, les griffes et les dents ressortent intactes. Sa mâchoire spéciale permet au serpent d'avaler des proies bien plus grosses que lui. Les os de sa mâchoire inférieure sont au nombre de 4, ce qui autorise une grande élasticité. C'est avec ces os qu'il pousse également l'animal au fond de sa gorge. Pour un serpent venimeux, la digestion peut durer jusqu'à 9 heures. Mais les serpents tueurs ne sont pas tous venimeux. Certains, comme les boas, les pythons et les anacondas, préfèrent étouffer leurs victimes à mort. À chaque expiration de l'animal, le serpent resserre sa prise sur lui. À chaque expiration, il resserre. À la fin, l'animal ne peut plus respirer et très souvent, il meurt d'un arrêt cardiaque dû au choc et à l'excès d'adrénaline. Ils sont là depuis si longtemps que personne ne sait quand les serpents sont apparus sur Terre. Mais depuis lors, ils ont développé un camouflage parfait, des crochets mortels et un choix de venin, une sensibilité à l'infrarouge et au mouvement. Une troupe sournoise de prédateurs sans merci. Certains tueurs ont le sens de la mise en scène. D'autres, comme les tarentules, font beaucoup moins de manières. Elles hantent nos cauchemars, avec leurs longues pattes velues, leur corps en poire, leurs pièges de soie, leur venin mortel. Parmi les milliers d'espèces d'araignées répertoriées, celle des tarentules est de loin la plus à craindre. Une créature à éviter à tout prix. On les trouve surtout dans les régions tropicales et subtropicales, comme en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. La goliath, surnommée mangeuse d'oiseaux en anglais, peut atteindre 1 mètre de long et c'est la tarentule la plus lourde au monde. Comme son nom le suggère, elle s'attaque parfois aux petits oiseaux dans les nids au niveau du sol. En général, elle se satisfait de tout ce qui bouge et qui n'est pas trop gros pour elle. Tout ce qui est au-dessous de sa propre taille, insectes, petits rongeurs, grenouilles, lézards, tout ce qu'elle trouve. Son autre nom de brésilienne rose saumon est lui aussi trompeur. Elle ne mange que rarement des oiseaux, mais jamais du saumon. Son corps est recouvert de poils de couleur rosâtre, ce qui lui a valu ce surnom. Ces petites particularités mises à part, la plupart des tarentules ont en commun un grand talent pour l'embuscade. Comme toutes les araignées, cette tarentule tisse sa toile avec une soie sécrétée par les appendices de son abdomen, appelée filière. Mais cette araignée n'utilise pas sa toile pour capturer des proies. En fait, elle utilise surtout la soie pour tisser son propre nid, que ce soit dans un arbre ou un terrier. La structure de ces nids est complexe. Durant leur construction, certaines tarentules les équipent de systèmes d'alarme en tendant à l'entrée d'invisibles fils de soie. En cas d'intrusion dans le terrier, l'alarme se déclenche et la tarentule est ainsi prévenue que son dîner est servi. La tarentule se cache en attendant de pouvoir sauter sur sa proie. Pourtant, la tarentule n'a pas le sens de la vue. Les tarentules ont 4 paires d'yeux qui n'y voient rien. Ils distinguent à peine la différence entre ombre et lumière, mais peuvent percevoir certains mouvements. Leurs yeux ne peuvent pas former d'image et n'ont pas de perception de la profondeur. Si les yeux de la tarentule ne voient pas, les poils qui recouvrent tout son corps les remplacent avantageusement. Ce sont de véritables organes sensitifs qui lui permettent d'appréhender le monde qui l'entoure.
Ses poils sont très sensibles, capables de détecter le moindre mouvement, la moindre vibration dans l'environnement de l'araignée. Ça lui permet de détecter une proie potentielle qui court sur un tapis de feuilles, par exemple. Une fois la proie capturée, il faut encore l'avaler. Cette araignée Goliath dispose de 2 crochets d'une longueur d'environ 2,5 cm pour procéder à l'ingestion. Ces crochets sont creux. Ils sont reliés à des glandes à venin et leur morsure paralyse la proie. Comme la plupart des araignées, la Goliath ne peut pas mâcher. Elle ne peut se nourrir que de liquide. Elle doit donc réduire sa victime en bouillie. Elle injecte un venin puissant au moyen des appendices situés autour de sa bouche. Une sorte de crochet appelé chélicère. Le venin liquéfie les tissus de la proie et les décompose en une mixture que l'araignée peut alors absorber. Comme toutes les araignées, la tarentule possède une carapace rigide ou exosquelette pour protéger ses organes. Durant sa croissance, la tarentule mue en permanence et remplace constamment sa vieille carapace par une nouvelle. Et quand le prédateur devient proie, il lui reste une botte secrète. Le corps de la tarentule est recouvert de poils urticants. Elle les jette contre ses assaillants, ce qui leur provoque des irritations. La zone dégarnie sur l'abdomen de cette tarentule indique une utilisation intensive de ses poils urticants. En attaque comme en défense, ces tarentules armées jusqu'aux mandibules ont de quoi donner des frissons. En général, une rencontre avec les prédateurs suceurs de sang provoque de vilaines démangeaisons. Elle peut parfois même vous coûter la vie. Et les moustiques se révéler de véritables tueurs. Ils sont sur Terre depuis plus de 30 millions d'années. De tous les animaux dangereux, aucun n'a tué plus d'humains que le minuscule moustique. Dans la nature, le moustique vit seulement quelques semaines. Sa vie peut même s'achever encore plus vite s'il est la proie d'un de ses nombreux prédateurs comme les oiseaux, les poissons et les araignées. La vie est courte et les moustiques doivent se reproduire rapidement. C'est pourquoi ils ont besoin de notre sang. Chez les moustiques, le mâle est inoffensif. C'est plutôt de la femelle qu'il faut se méfier. La femelle moustique est notre ennemie jurée. C'est elle qui fait les provisions de sang. Elle se nourrit de sang car elle y trouve la protéine qui va l'aider à fabriquer ses œufs. Le moment venu, la femelle va pondre ses œufs dans une eau stagnante. Les protéines du sang prélevées par la femelle seront mélangées aux protéines de ses propres œufs pour favoriser le développement de l'embryon. Les œufs se transforment par la suite en larves. Elles se déplacent dans l'eau en respirant par un petit siphon situé à l'extrémité de leur queue. Elles montent à la surface, absorbent l'air dont elles ont besoin avec cet appendice respiratoire, puis elles s'éloignent de la surface. La larve devient ensuite une nymphe. Au stade larvaire, ce qui ressemble à une petite virgule ne se nourrit plus. La larve peut nager, respirer, mais elle ne se nourrit plus. La nymphe devient moustique.
comme une chrysalide devient papillon. Après cette métamorphose, le moustique mâle continue à se nourrir de nectar de fleurs, puis il se reproduit et meurt quelques jours après. La femelle, quant à elle, repart immédiatement en quête de sang pour les œufs à venir. Elle est à présent en mode attaque. Pour récupérer une proie, la femelle moustique suit 3 types de traces: chimiques, visuelles et calorifiques. À l'aide de ces capteurs chimiques, elle identifie les humains et certaines espèces d'animaux au sang riche grâce à la trace qu'ils laissent en respirant. Elle va suivre ce sillage de dioxyde de carbone et remonter jusqu'à sa source. Une femelle moustique voit le contraste entre les couleurs et entre le premier plan et l'arrière-plan. Plus la proie bouge, plus elle est visible. Pour finir, elle utilise le capteur qui lui permet de repérer la chaleur corporelle. Elle veut être bien sûre que c'est un être bien vivant qui va lui servir de repas. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de sortir sa trompe et piquer. La trompe d'un moustique, c'est l'arme avec laquelle il vous pique. Elle est creusée de 2 tubes à l'intérieur. L'un de ces tubes sert à aspirer le sang, l'autre à injecter de la salive dans la piqûre. Elle vous injecte avec sa salive un anticoagulant et un anesthésique. Donc vous ne sentez pas la douleur et votre sang ne coagule pas. Si le sang de la victime coagulait, le moustique ne pourrait pas l'aspirer. Cette salive particulière provoque sur la peau gonflement et démangeaison. La plupart des femelles connaîtront un seul repas de sang dans leur courte vie avant de s'accoupler et de pondre leurs œufs. Cependant, certaines piquent à 2 reprises pour pondre 2 fois, ce qui peut représenter un danger mortel. Lorsqu'elle pique la première fois, la femelle peut ingérer toutes sortes de parasites, de virus ou de bactéries. Si elle a la chance de s'offrir un second repas et qu'elle a contracté une infection lors du premier, c'est là qu'est le danger, car elle peut inoculer le virus à sa nouvelle victime. Il peut s'agir d'agents pathogènes de la malaria ou du virus du Nil. Un avenir sombre se profile pour les humains. Le réchauffement climatique influe sur la propagation des maladies par le moustique, dont l'implantation va s'étendre des zones chaudes du sud vers celles du nord, où il va introduire ces maladies. Depuis plus de 30 millions d'années, les stratégies d'adaptation développées par le moustique ont protégé sa survie et l'ont transformé en redoutable tueur pour l'homme. C'est un monstre au Moyen Âge. Un cruel prédateur dans la Grèce antique. Placé au plus haut rang de la mythologie chinoise, il représente la puissance et la majesté. Si ses 3 mètres de long et ses 130 kilos ne permettent quand même pas au dragon de Komodo de rivaliser avec ses ancêtres de légende, il n'en reste pas moins un redoutable prédateur. Le plus grand lézard vivant du monde doit son nom à des rumeurs évoquant la présence d'un dragon sur l'île indonésienne de Komodo. Et quand des explorateurs l'ont découvert en 1910, le nom s'est imposé. Il ressemble à un dragon. De larges épaules, la nuque épaisse, une tête allongée. Vous savez, un peu comme les vautours.
de longues pattes effilées pour mieux fouiller les cadavres d'animaux et en arracher la viande. Il a des griffes acérées pour gratter la viande sur les os. Une queue longue et très puissante pour le combat et pour échapper aux prédateurs. Cette queue est un fouet redoutable. En somme, c'est un animal tout-terrain. Puissant et agressif, le dragon de Komodo peut mettre à terre des adversaires bien plus gros que lui. Cerfs, cochons, buffles et même des humains. C'est un chasseur solitaire, mais il accepte de faire équipe pour s'attaquer à une proie particulièrement grosse. Il peut courir très vite, jusqu'à 20 km/h en sprint, mais il ne tient pas sur la distance. Alors il se cache, il attend sous un arbre ou dans un buisson qu'une proie veuille bien passer par là, et puis il l'attrape par les pattes pour la traîner derrière lui. On croyait encore récemment qu'il tuait ses proies en les empoisonnant. En réalité, ses victimes se vident de leur sang. Ensuite, le terrible prédateur revient pour achever le travail. Sa langue très longue collecte les particules d'air et vient les déposer sur les récepteurs situés dans son palais. Ce qui permet au dragon de sentir une proie à plus de 8 km. Le dragon de Komodo accepte les os, les poils, les sabots et les cornes sans distinction. C'est un opportuniste. Alors dès qu'il trouve de la nourriture, il est capable d'engloutir en un repas un animal dont la taille représente 80% de la sienne, quitte à ne plus manger pendant une semaine ou deux. En somme, il se bourre tant qu'il peut et récupère toute la nourriture possible. Et ensuite, il s'occupe de son prochain repas. Il vit dans les îles d'Indonésie depuis des milliers d'années. En se hissant tout en haut de la chaîne alimentaire, il prouve qu'il est le digne héritier de son ancêtre légendaire, le dragon. Du point de vue des humains, ces prédateurs sont de véritables cauchemars. Violents, rusés, de vrais tueurs programmés. Du point de vue de ces animaux, c'est tout simplement la routine.